soir, nous avons le plaisir de recevoir Hiam Yared à l'occasion de l'apparition de son ouvrage Implosion. Hiam, c'est une écrivaine, vous la connaissez, vous avez lu avant cet ouvrage plusieurs romans. C'est une amie aussi, j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec elle des conversations assez riches et longues, et j'espère que ça va continuer dans notre courte vie. Ma courte vie, en tout cas, j'espère. Alors, Hiam, bon, il y a les détails, né, quelle année, tout ça, on ne va pas les partager, mais quand même, elle a, avant, tout est halluciné, à Fayard 2016, et elle écrit, elle publie depuis 2001. Elle a aussi publié nos longues années en tant que fille. Ça, je n'ai pas lu. Flammarion 2020. Et maintenant, on est avec Implosion, avec S, en pluriel, 2021. Elle va commencer à partager avec vous quelques passages de son roman. Et moi, après, je vais préparer, avec l'aide précieuse de ma collègue Claire est là, quelques questions pour provoquer la réflexion et les réponses. Mais on attend d'avoir une présence plus... Il y a une personne qui va venir tout à l'heure. On laisse les questions pour, non, oui. pour les poser pendant qu'il soit là. Non, non. Non, je rigole. À toi. Alors d'abord, merci d'être venu malgré les vacances. Voilà. Alors, je cherchais désespérément un passage. Je pense que vous allez devoir lire tout le livre pour le trouver. Et je vais lire juste voilà, le début. Le 4 août 2020, à 18h07, peut-être 8 ou 9, les minutes varient, il faisait beau. J'étais en vie, à quatre pattes, à genoux, propulsée par le souffle, mise à terre avec mon mari, la thérapeute, sous le bureau, en attente de la 3e déflagration, la 4e, la 5e. Des vidéos déferlent déjà sur les écrans, un champignon de fumée, des gravats, des voitures, des vitres explosées. Une fraction de seconde a suffi. Beyrouth n'est plus que la trace d'elle-même. Nadine K, la thérapeute, saigne du front. Je cherche à tâtons mes lunettes. Nous nous serrons les uns contre les autres. Mon mari s'enquiert de moi avec insistance. Oui, ça va. Un instant plus tôt, il prenait à témoin Nadine, détaillant nos rapports déliquescents, liste de noms dits imputés à ma noirceur. Je l'avais interrompu. Les couleurs sont des clichés. La noirceur n'est pas noire. Il ne s'était pas laissé démonter. Il disait que mettre de la joie dans mon cœur était un travail de forçat. C'est comme aspirer à la paix dans cette région du monde. Ma femme est d'un pessimisme à désespérer Sisyphe. Rien de moins érotique. Il est impossible de désirer des branches sèches, toujours changeantes. Ses humeurs varient d'une zeptoseconde à l'autre. Nadine le regardait avec une expression de thérapeute. Il avait renchéri. Impossible de former un couple dans ces conditions. Ma femme est une prête à partir, à angoisser. Tout déteint sur son humeur. La situation politique, la parution d'un livre, anticiper l'écriture du prochain, un avenir précaire, le Liban, la région, le désir, nos parentalités, le quotidien, les enjeux régionaux, la dévaluation de la monnaie locale, la cherté de la vie, le contrôle des capitaux, les couches tectoniques de l'histoire, sans compter le survol quotidien de notre espace aérien par les drones, les avions, les mouettes, les moustiques. Nadine s'apprêtait à lui répondre quand la déflagration nous a surpris. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Tout s'est rétréci, puis s'est dilaté. Organes, veines, orbites, corps, discorde, amour, vieux reproches rouillés, tout a éclaté dans des brisures de verre et de tôle déglinguées. Le désir, n'en parlons pas. Il y a longtemps qu'il a volé en éclats. Et je vais quand même vous lire la dernière page, le dernier paragraphe. « 21h15, la voix de Mike me ramène à la réalité. Son patriotisme est une claque. Le Liban a besoin de lui, Beyrouth aussi, pas moi, il en rajoute.
Are you coming, babe? Comment lui dire I am running les jambes à mon cou dans le sens contraire de babe? Même la poupée de mon ex a l'air aphrodisiaque à côté. Finalement, je préfère encore la cicave de Wassim, parce que son mari l'appelle cicave, qui est en fait un indice de notation dans les variations de la bourse, parce qu'elle varie tout le temps hormonalement. Qui aurait imaginé qu'un Mike croisé au détour d'un babe soit suffisamment puissant pour me ramener d'un coup à la conscience de la vie et du quotidien, même le plus banal? Soudain, l'urgence de dire à Wassim tout le contraire de ce que j'ai toujours affirmé, écrire ne suffit pas. Il faut aussi se donner le droit de vivre, d'aimer, de bâtir, de consoler, d'accompagner ce que nous avons mis au monde. Une nation, nos enfants, un couple, un roman, sans hésiter, aller droit au but. J'ai des aubes à faire ressurgir de nos peaux, de ce poème un jour écrit pour lui, que j'aurais aussi bien pu écrire pour ce pays. Si de t'aimer, j'ai survécu, c'est qu'il restait des cendres de mon autodafé. Plus loin, j'ai imaginé à tort qu'il nous serait possible de faire un collier de moignons avec des restes de ce pays, de poser nos lèvres sur le pu et de souffler. L'amour est resté coincé dans un doigt. Je me suis trompée. L'amour ne coince jamais. La lutte non plus. Qui a décrété un jour que vivre avec un but, un projet artistique ou national conférait à la vie plus de sens que de vanité? Que penser sans objectif était un crime de lèse-penser, que la créativité devait être taillée sur mesure pour le marché du livre. Et si l'écriture était un trophée aussi vain que nos gestes, les livres ni plus ni moins volatiles que tout le reste, les nations aussi, tout ce temps j'ai cru en la suprématie de la langue sur les vies, conférer plus de noblesse à la littérature qu'à l'anonymat de ceux qui préfèrent se taire ou mourir. La vie vaut pour elle-même, le silence aussi. Bien sûr, j'ai erré comme une endeuillée, portant la douleur d'un roman mort-né, comme d'autres la mort de leurs projets ou de leurs proches. Le bilan de nos impasses est amer, des impasses littéraires comme de celles du monde. Les romans ne montent pas au ciel, les nations non plus. Depuis mardi, le Liban tangue et la douleur est nombriliste. Plus rien n'est légitime, pas pleurer, pas écrire. Je repense à la phrase d'Akhmatova, ce n'est pas moi qui souffre, je n'aurais pas pu souffrir autant. Voilà. Merci beaucoup, Liam. Et ça m'amène directement à la première question qui parle du titre. Parce que implosion, mot qui est le contraire du mot explosion. Oui. Ces deux termes ont en commun la caractéristique d'être des réactions physiques violentes, intenses et brutales. La couverture du livre est une photo du film d'Alain René, Hiroshima, mon amour, où une jeune femme française, actrice, et un japonais, architecte, vont vivre une histoire d'amour pendant le tournage d'un film sur Hiroshima. Pourriez-vous expliquer le choix du titre « Implosion » et de la couverture qui fait référence à l'explosion atomique d'Hiroshima et pourquoi le pluriel? Alors, bien sûr, il y a 3 volets dans cette question. D'abord, implosion, ça a été, le titre a été un long débat. L'éditeur voulait l'explosion, je ne voulais pas du tout. Moi, j'avais pensé à un titre un peu plus léger parce que le sujet était quand même lourd, mais contrairement à peut-être les passages que j'ai choisis ou ce que ça peut sembler, c'est aussi un livre très drôle sur la déliquescence du couple à partir du quotidien. Et donc, de toute manière, il n'y a qu'une seule manière d'aborder une tragédie de cette ampleur, c'est par l'humour. On sait très bien que l'humour nous sauve dans nos pays. Et j'ai rarement rencontré quelqu'un aussi plein d'humour que d'ailleurs Salam, qui porte en lui l'histoire de la série. Donc, nous savons en fait que l'humour est une issue de secours inévitable et nécessaire. Et donc, j'avais pour idée d'avoir pour titre « Même les labradors ont droit à l'exil », puisque puisque la thérapeute se barre, abandonne sa patiente et son mari, parce que le Liban n'est plus une ville pour ses chiens. Alors, on m'a dit que, quand même, ce n'était pas représentatif peut-être des quelques pages un peu tragiques que j'ai lues, même s'il y en a d'autres très drôles aussi. Et donc, on est revenu à l'explosion et finalement, un bon matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais l'explosion, elle n'a pas explosé, elle a implosé. En fait, elle a implosé. C'est un champ de fumée et de débris qui est rentré jusque dans les lieux où nous nous abritions quand il y avait la guerre. Donc, même ces abris n'ont plus été valables.
Donc, cette explosion a implosé, sans compter qu'elle implosait aussi dans notre façon de vivre le quotidien. Déjà, le Liban a implosé déjà avant le 4 août. Le 4 août a été l'incarnation l'incarnation au dernier degré de ce que nous vivions de manière déliquescente avec la crise économique, avec la pénurie. Nous sommes toujours sans électricité à part 2 heures chaque 24 heures dans un pays qui est sorti quand même de la guerre en 20 ans. Ils n'ont pas été foutus de travailler sur un secteur public correct, tous ces mafieux. Donc voilà, comment fait-on finalement pour avoir un couple normal, lambda, avoir le droit d'être heureux quand rien ne nous y autorise et quand presque le bonheur est une chose honteuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réclamer d'être heureux quand finalement tout le monde crève la faim, quand il faut faire 5 heures de queue, mais le bonheur, ça a l'air d'être la 5e dimension, un truc qui n'est plus de ce monde-là, en tout cas au Liban à ce moment-là. Et donc, c'est implosion. C'est aussi une triple implosion puisque c'est aussi toute une réflexion, ce livre, sur le rapport de la littérature au monde contemporain duquel elle se nourrit, puisque la narratrice est un peu mon alter ego, qu'elle a un livre qui est mort et qui est sorti le 18 mars 2020, justement ce livre paru chez Flammarion, et que le Covid et les mesures sanitaires ont tué, comme ça a tué toute la scène artistique mondiale. Donc c'est assez nombriliste d'en parler, mais je pense que tous les artistes ont énormément souffert. Donc voilà, donc il y a différentes strates à ces implosions qui sont multiples, qui sont aussi de l'ordre de la créativité. Comment fait-on pour créer en couple, en étant maman, avec un livre mort, avec un pays qui meurt, avec toute cette feuilletée de tragédie. Voilà. Tu as posé après comme... c'est pour le choix du titre. Le choix du titre et le pluriel, tu l'as... Le pluriel et la... le choix du... Parce que aussi... La couverture. Ben oui, ça fait imposer à nous aussi. C'est plutôt l'éditeur qui a proposé et j'ai dit oui. Parce que c'est vrai que pour nous, Libanais, ça a été un choc. Alors évidemment, on a été raté sur l'échelle des explosions comme 3e plus grande explosion au monde depuis Hiroshima. On n'aurait préféré pas, mais voilà. Et du coup, ça s'est vraiment imposé à nous. C'était pas possible, voilà. Je comprends que l'éditeur, en fait, ait dit non à les Labradors aussi ont droit à l'exil. Mais bon. Ou alors, les Labradors aussi meurent. Non, les Labradors ne meurent pas un 4 août. Il y avait aussi cette possibilité. Non. Mais voilà. Donc, finalement, nous avons choisi implosion. Ça faisait quand même... Ça a plus de gueule. Alors, l'explosion extérieure a donc provoqué une implosion intérieure. Oui. Autrement dit, le lecteur assiste à une corrélation entre la destruction physique d'un pays et la confusion psychologique de l'héroïne. L'héroïne vit dans sa chair et dans son être le drame de son pays. Dans l'œuvre de la République, Platon développe cet isomorphisme, c'est-à-dire le parallèle entre ce qui se passe dans l'âme des citoyens et ce qui se passe dans la cité. Dans Implosion, le Liban est une nation souffrante, malade de la pandémie de la Covid, infectée par la corruption des gouvernants et mutilée par les explosifs du hangar numéro 12 de la zone portière. Les Libanais sont confinés, révoltés et ébranlés. La question, le Liban est au bout de souffle. De quelle force politique disposent aujourd'hui les gouvernés et les gouvernants? Ça, c'est une question de politologue. De quoi nous disposons? Nous ne disposons de rien. Nous n'avons pas accès à une force pour réagir, pour sortir de ce marasme. Moi, j'ai envie juste de répondre à cette question en vous disant que si ce pays existe encore, si ce pays tient, c'est par sa société civile qui installe tous les palliatifs à un secteur public inexistant, dû à la corruption, dû au détournement de fonds, dû au fait que rien n'a jamais été fait que pour en fait faire croire
qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, mais en réalité, il n'y a rien de tout ça. Et donc, il y a une sécurité sociale qui est exsangue due à la crise économique. Voilà, c'est un pays qui est atteint par une pandémie politique à l'interne qui le draine. Et vraiment, moi, j'ai un respect énorme pour la société civile. Alors après, je pense que cette société est très otage, finalement, de tous les responsables de notre situation qui sont encore là. C'est quand même le seul pays au monde, enfin pas le seul, vu qu'en Syrie, vous avez un peu le même sort. Les criminels de guerre sont encore là. Les criminels de guerre font la loi. Au prétexte que c'est une démocratie confessionnelle, en fait, qui nous tient otage, puisque tout le système électoral fonctionne à partir de parité confessionnelle, qui fait que on est otage du système qui les réélit en permanence. Et il y a une partie de cette population qui pourrait peut-être représenter une opposition. Elle est mal représentée. Et finalement, ils ont toujours qu'une place mineure dans le partage du pouvoir politique. Donc, vu cet état de fait et de choses, je n'ai pour ma part qu'un espoir tant que ces hommes politiques nous tiennent en otage. Hein? Voilà. Tant qu'ils sont là, je n'ai aucune solution. En revanche, au vu de le grand flux migratoire, finalement, aujourd'hui, les Libanais n'en peuvent plus d'espérer que ce pays se relève. Je peux les comprendre. Ils partent, sauf qu'il y a une partie qui reste. Et même ceux qui partent quelque part pour mieux revenir, parce que l'histoire de la diaspora libanaise est toujours une histoire de migration qui revient et qui soutient quand même ce pays. Malheureusement, tant qu'on sera pompé à l'intérieur, ça maintient ce pays, mais ça ne le sauve pas. Voilà. Mais il y a des gens qui décrivent ce départ comme très différent des antécédents. C'est-à-dire, avant, on partait en pensant revenir, mais il semble que ce départ, ce temps-là, est beaucoup plus profond et beaucoup plus radical. C'est vrai ou c'est exagéré? Quelque part, c'est vrai. Moi, je peux vous raconter, vous savez, la littérature, c'est la grande histoire par le chat des aiguilles, des petites vies. Et moi, je peux vous dire que le lendemain du 4 août, j'ai eu différents retours, puisque voilà, on s'est tout de suite repris, on a téléphoné les uns les autres. J'ai une amie, elle avait prévu de partir le lendemain du 4 août. Sa maison a totalement volé en éclats, explosé. Comme toutes les maisons, elle était très exposée. Et donc, je l'appelle et je lui dis, mais elle m'a dit non, mais moi, j'ai gardé mon vol, je suis partie, je ne sais pas comment j'ai survécu. Je dis, mais ta maison, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, au diable ma maison, au diable ce pays. Cette même personne revient tous les étés. Cet été, elle était là. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, au départ, avec ce choc, je pense que ça a été une migration qui a donné l'impression de ne plus vouloir revenir. Moi, je garde espoir dans le fait que l'on revient toujours, parce que, vous savez, l'exil ravive en nous le pays. On le prend avec nous, on ne le quitte jamais. Et il y a toujours un retour à la moindre. Je pense que le Liban est dans l'ADN des Libanais. Ça, c'est ce que je pense, moi. Ça ne fait pas, c'est pas un fait scientifique, mon ressenti, mais c'est mon ressenti. La preuve, c'est que, voilà, j'ai des multiples d'histoires comme celle de cette copine. Il y a aussi, si je veux parler de cette solidarité, il y a, je pense que Ziad est aussi là, Miad Ziad qui a écrit une BD autour du 4 août, a parlé de ce pédiatre qui se fait être aussi le pédiatre de mes enfants, qui est un homme, un activiste, un militant, qui travaille pour la santé et le secteur public. Hein. Il ne prend rien pour lui, il est vraiment un outil dans un mécénat, comme les gens lui font confiance, il y a des dons, et donc il travaille pour le secteur public, pour les enfants qui n'ont pas les moyens de se faire soigner, dont les familles n'ont pas les moyens de les soigner. Et tout cet hôpital sur lequel il a travaillé 10 ans était juste en face de l'explosion. Donc, alors là, c'était complètement. Et moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais Robert, ton hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a sorti la phrase de Kipling.
si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, on va le refaire comme avant. Cet homme, il est toujours là. Alors bien sûr, il y a des médecins qui partent, il y a d'autres qui restent, qui disent on a gagné beaucoup d'argent durant 20 ans, maintenant c'est le moment de la solidarité. Mais on parle de plus que 30% des médecins de Beyrouth qui sont partis. Qui sont en train de partir. Oui, bien sûr, il y a une crise qui est très très grave, il y a une crise qui est gravissime. Les médecins sont en train de partir, les infirmiers sont en train de partir, toute la classe moyenne est en train de partir. Oui, moi je garde espoir. C'est pas certainement pas grâce à nos politiques, mais j'ai envie. Vous savez, je crois que je le dis dans le livre, personne n'est plus nihiliste que moi, et je lutte contre mon nihilisme. Et je dis non, il faut croire dans un pays pour qu'il existe, il faut croire dans une histoire amoureuse pour qu'elle existe, il faut croire dans ses enfants, dans ses enfants. Voilà, je veux me nourrir de cet espoir, et plus mon pessimisme est grand, et plus je lutte contre. En fait. Mais ça, c'est moi, encore une fois. Moi, en 2019, si je veux raconter mon propre récit par rapport aux révolutions, la révolution d'octobre 2019, tout le monde est descendu dans la rue, tout le monde avait plein de... Moi, je n'y ai jamais été, je n'y ai pas cru, parce que je pense que notre prise d'otage est sans solution. Donc, si je vais m'arrêter là, oui, moi aussi, je fais mes bagages et je pars demain. D'ailleurs, c'est un peu le dilemme de ma narratrice qui se dit, faut-il que je parte, faut-il que je reste? Le mari lui dit, non, tu ne peux pas partir, sinon il n'y aurait pas de pays. Donc, en fait, elle est totalement à l'antipode de mon récit, qui est aussi une partie de ce que je pense, moi. C'est-à-dire, moi aussi, je suis tentée de partir. Et plusieurs fois, on m'a demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas encore partie? Je dis, parce que je ne suis pas partie, peut-être parce que je n'y arrive pas. Et si je n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Et donc, en 2019, comme je ne croyais pas en la finalité de cette révolution, je n'ai pas été manifestée. J'ai été traitée de traître par plein d'amis écrivains qui m'ont traitée de... Je dis, mais moi, je veux avoir ma liberté de douter. Et puis moi, quelque part, je sentais que le peu d'énergie qui me restait, je n'avais pas envie d'aller le donner en pâture à une fin que je voyais déjà. La preuve, on y est. Mais le 4 août, j'ai cru, le 4 août, que là, il y avait plus de... Et c'était un point de non-retour. Et pour la première fois, en 2005, comme tout le monde, je suis descendue, mais comme on est là, on n'y va plus. Et le 4 août, je suis descendue. Et j'ai dit, moi, je ne lâche plus. Je ne lâche plus rien. Là, c'est terminé. Après ça, c'est pas possible. Ils vont partir. Vous voyez que ma foi dans ce pays, politiquement, non, mais au niveau de... Voilà, c'est un paradoxe, en fait, et je pense que toute la beauté de la foi est dans le paradoxe, et quelque part dans ce pays qui les incarne un peu trop, mais peut-être fait aussi sa particularité. La particularité du Liban, c'est de fonctionner sur tellement de paradoxes et de fonctionner quand même, je ne sais pas. Mais tu as soulevé tout à l'heure le rôle de la société civile libanaise, oui, qu'on a pu constater et apprécier, surtout au lendemain du 4 août, quand il y a eu cet élan de solidarité avec l'absence totale de l'État. Totale. Pour nettoyer les rues, pour reconstruire un peu, pour aider les gens à trouver une vie relativement normale. En même temps, actuellement, si on regarde un peu la presse libanaise, je suis désolé encore une fois que mes questions sont plutôt politiques. On est à l'endroit pour ça. Parce que moi, je ne suis pas un littéraire, même si j'adore la littérature et surtout les écrits de Hiam. Maintenant, on constate dans la presse libanaise qui est proche du pouvoir, des forces armées, il y a une diabolisation de la société civile sous prétexte qu'elle reçoit de l'argent de l'étranger. Alors, on n'a rien trouvé. La seule chose qui fonctionne encore, c'est la société civile. Mais on trouve aussi les gens qui ont l'audace. Il n'y a que les diables pour diaboliser. Qui diabolisent l'action magnifique de la société civile. Parce qu'elle reçoit de l'argent de l'étranger. Comme si
il y a des gens qui payent les mafieux, ils ne vont pas payer pour la société civile. Vous savez, c'est Miati récemment qui est passé à la télé pour exprimer son empathie pour la grande difficulté dans laquelle se trouvent les Libanais. Il faut savoir que Miati, notre Premier ministre, est un des plus gros richards libanais. Certes, il avait gagné son argent avant d'être au pouvoir, mais le pouvoir l'a augmenté. On ne compte pas à combien. C'est une bonne manière de maintenir sa fortune, d'être au pouvoir au Liban. C'est très lucratif, c'est très, très bien. Et donc, qui vient à la télé et qui dit, nous avons nous comprenons, vous n'avez pas accès à votre argent, sachant que toute la classe politique, le haut de la pyramide, depuis 2019, avec le contrôle des capitaux non officiels, ont réussi, on parle de je ne sais combien de milliards de dollars qui sont sortis, alors que le contribuable moyen qui n'a aucun accès, qui n'est pas proche du plus haut de la pyramide politique, lui, il peut aller crier, hurler. Récemment, il y a quelqu'un qui rentrait avec son arme dans une banque. Il a dit, moi, je ne sors pas sans mes, je ne sais plus c'est combien, 50 000 dollars, ou vous me les donnez. Il les a eus. Il les a eus. Eh bien, excusez-moi, nos hommes politiques, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre la main sur notre argent? C'est ça, ce n'est rien d'autre. Et pour sortir de la crise, finalement, c'est qui va la sortir de la, c'est quelle classe de la société qui va contribuer à sortir le Liban de la crise? C'est la classe moyenne. On leur a pris tous leurs sous, forcément. Donc ce Miati qui vient, qui dit, je pense qu'il s'est pris pour Angela Merkel, parce qu'il dit, nous allons nous supporter, il faut que nous nous supportions. On croirait entendre le dirigeant d'un pays qui fonctionne, qui a travaillé durant un demi-siècle sur les secteurs publics, qui dit, voilà, l'État s'est sacrifié durant un demi-siècle, maintenant nous demandons au peuple de se sacrifier avec nous, main dans la main. Mais de quoi on parle? Je veux dire, c'est le délire. Il n'a même pas mis la main à sa poche pour débloquer symboliquement un petit million. C'est rien, 1 million pour lui. C'est comme si c'était 100 euros pour nous. Je veux dire, débloque quelque chose, fais acte de, engage les autres à faire acte. Moi, aujourd'hui, s'il y avait un homme politicien qui voulait m'écouter, je lui proposerais de réarranger son image. Et vraiment, je le dis publiquement, en donnant, en faisant acte, sans dire « je rends l'argent volé ». Et on fera semblant que ce n'est pas un argent volé. Mais juste dire, voilà, moi, je fais un geste, voilà 10 millions de dollars, et en fait, peut-être que les autres vont faire pareil, parce qu'après, c'est la surenchère qui va être... Et donc, on va réussir à ramasser quelques sous qui ne vont pas les appauvrir. Ça ne va pas les appauvrir, parce qu'il faudrait qu'ils débloquent 100 millions chacun pour même pas qu'ils s'appauvrissent. Donc, moi, je dis 10 millions. On fera 100 millions. Et après, venez demander au peuple une solidarité pour qu'on se supporte. C'est nous qui vous supportons. Ça me rappelle quand, c'est pas très libanais, mais c'est plutôt français. Il y a un premier ministre français qui est venu à Damas. Il a demandé qu'on lui réserve la suite royale dans un hôtel de 15 étoiles. Alors, quand l'ambassade lui a donné le chiffre, combien ça coûte, il a dit, c'est pas grave, je veux cette suite royale. Et le soir même, il y avait une réception pour la communauté française sur place. La première phrase qu'il a prononcée, il a dit, il faut serrer les ceintures. Alors, c'était très... Peut-être il y a des expériences, il se renvoient les récits et les expériences, ils apprennent les uns des autres. Ah oui, non mais c'est sûr que si on parle de corruption, il faut aller plus loin que le maillon local. Bien sûr. Parce que le maillon local de la corruption n'est qu'un maillon dans une grande chaîne de corruption. Tout à l'heure, on parlait que le Crédit Suisse, il y a tout un scandale autour des centaines de millions de dollars qui appartiennent aux dirigeants arabes, africains. Donc moi, je veux bien, et je suis la première à accuser nos corrompus locaux, mais moi je dis, cet argent, il est sorti de chez nous, très bien, nous avons les responsables de la sortie. Je voudrais aussi connaître les responsables de l'entrée de cet argent dans des banques étrangères.
Ah, c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est rarement dit. C'est-à-dire que même les ONG, les centres d'études politiques qui viennent au Liban, hein, avec ce regard orientaliste, hein, c'est très très beau tout ça. Mais déjà, mettons toutes les cartes sur la table. Parce que c'est bon, on connaît. Et d'après toi, cette classe moyenne, est-ce qu'elle est capable un jour, parce qu'elle est la masse électorale, est-ce qu'elle est capable un jour d'élire des représentants en dehors du système professionnel? Je ne sais pas, c'est la classe pauvre qui est tenue par sa pauvreté et qui élit les mêmes sbires et les mêmes. C'est par là qu'ils ont essentiellement leur plus grande voix. Je pense, je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques en tête. La classe moyenne est quand même une classe qui a les possibilités de partir. Je pense que cette classe, en fait, ne vote plus. Elle est lasse, elle est lassée, elle ne vote pas et c'est comme ça qu'ils gagnent. Je pense que quand il y a eu, là récemment, l'appel aux élections, il y avait très peu d'étrangers qui votaient. Je ne sais pas. Mais je pense que la classe moyenne, ce n'est pas la classe la plus responsable de la pérennité des politiques au pouvoir. Bah, quand il y a eu la révolution du 17 octobre, tout le monde parlait que ça y est, on s'est débarrassé du confessionnalisme. Les jeunes se retrouvaient sous la même tente en tant que chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, maronites, orthodoxes. Et on a, à vrai dire, moi-même, j'étais très optimiste. Mais à un moment donné, je me suis dit, quand même, les dirigeants politiques qui n'ont rien fait au début, ils observaient un peu le mouvement. Ils allaient tout de suite sortir l'argent, pas pour redistribuer la rente, pour racheter les loyautés, mais pour récupérer leurs oies. Exactement, ce qui est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas descendue. Je savais que ça allait arriver. Et s'ils sont autant fâchés avec la presse qui est proche du pouvoir, de l'argent de l'étranger qui vient financer des ONG pour aider la société civile, si c'est ça qui les dérange, c'est parce qu'ils connaissent très bien la méthode. Ils font pareil. Et mon grand questionnement aujourd'hui, c'est qu'avec tout l'argent qui est sorti durant ce contrôle des capitaux non officiels, ce qui est la perversion, elle est là, et avec la paupérisation comme conséquence de cette crise économique qui est quand même une des plus importantes que le Liban ait connue et qui vient d'être évaluée par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, je ne sais plus, comme étant plus grave que celle de 1929 que le monde a connue. Donc c'est pour vous donner une idée de l'ampleur de cette crise avec cette paupérisation et l'argent qu'ils ont sorti, ils vont racheter encore les quelques régions du Liban qu'ils n'avaient pas pour une bouchée de pain. Ce qui leur coûtait avant 1000 va leur coûter 100. C'est ça, ma grande crainte, elle est là. Donc, c'est sûr que le Liban est dans une impasse, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Liban est toujours un pays occupé par, pas seulement par nos locaux, mais nos locaux ne sont que des pions. La preuve, toute personne qui n'a pas voulu rentrer dans le jeu régional a été assassinée, j'en parle dans le livre. Pour moi, toute personne encore vivante au Liban est suspecte. Tout politicien encore vivant au Liban est suspect. Ceux qui auraient pu peut-être imaginer un autre Liban pour ce pays, ceux qui n'ont pas voulu, on compose toujours avec les enjeux. C'est comme ça, sinon on ne fait pas de politique. Hein. À partir du moment où on compose avec des enjeux, on accepte certaines corruptions, mais on choisit ses guerres. Tous ceux qui ont choisi des guerres ou des corruptions en disant non à certaines, donc qui étaient peut-être majeures dans les enjeux, ils ont été éliminés. Il ne restait personne. Intellectuellement, un Samir Assir qui pouvait essayer de donner des assises intellectuelles, politiques, philosophiques, sociologiques à ce pays. Lokman Salim. Lokman Slim aussi. Donc, toute personne qui a une tête bien faite ou qui a un pouvoir ou qui a la rue avec lui et qui refuse que ce pays ne soit qu'une carte dans une région et dans un jeu de cartes, il est mort. Donc, pour moi, c'est pour ça que je refuse le constat. Les Libanais n'ont pas réussi à faire un pays. Les Libanais ont tenté jusqu'à la mort de faire un pays.
Et tout ce, alors, moi, je comprends la lassitude des Libanais qui n'ont plus envie, enfin, on n'a plus envie de mourir pour ce pays ou pour une idée de pays. C'est Brassens qui disait mourir pour des idées, d'accord, encore faudrait-il savoir pour quelle idée on meurt. À partir d'un moment, et donc nos pions là, aux mains de qui nous sommes des marionnettes, sont eux-mêmes des marionnettes. Nous savons qu'il y a la Syrie, Bachar, nous savons qu'il y a l'Iran, nous savons qu'il y a Israël, hein, qui continue de... Il y a les États-Unis. Alors attends, oui, j'ai pas fini. Quand je dis Israël, c'est la porte de l'Occident. Israël, c'est le cheval de Troie. Il y a 90 000 acteurs. C'est innombrable, ça ne finira jamais. Et maintenant, il y a la Chine aussi qui a des intérêts économiques. Enfin, ça n'en finit plus. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort? On est pour penser à son avenir, il faudrait être un peu moins occupé par la colonisation visible et invisible de tous ceux qui font le destin de ce pays et de cette région. C'est atroce, c'est pas possible. Alors, parfois, je me dis que... Je ne sais pas. Non, je ne me dis rien. Est-ce que tu crois, Yam, est-ce que tu crois que les dirigeants corrompus sont... cette situation économique lamentable les arrange parce que les gens sont résiliés, ils cherchent leur quotidien, ne vont pas penser plus loin. Bien sûr, c'est Goebbels qui disait, vous voulez contrôler un peuple, vous le maintenez dans la peur. Eh bien, au Liban, vous voulez contrôler un peuple, vous le maintenez dans la pénurie. C'est simple. Et donc, forcément, la révolution aujourd'hui, je veux dire, voilà, dans la pénurie. Et est-ce qu'il y a une question générationnelle? Est-ce que les jeunes sont plus audacieux que les... Parce que ma génération, elle a vécu un peu la guerre. Pourtant, la guerre était pénible, était atroce, mais il y avait quand même une façon de vivre autrement, de survivre. La guerre civile. Au Liban? Au Liban. Oui. Est-ce que maintenant, cette génération est plus résiliente que la jeune génération? Parce que là, pour les dernières élections qui vont se dérouler peut-être bientôt, j'ai 2 de mes amis qui sont vraiment très bien, laïcs, hors tout contrôle extérieur ou intérieur, ils se présentent. Alors moi, je me pose la question, pourquoi ils se présentent? Est-ce qu'ils ont encore de l'espoir qu'il y aura des élections normales, qui se dérouleront dans des conditions correctes, ou c'est une façon de marquer le coup, de montrer, parce que peut-être même si... Mon espoir, c'est que ça fasse boule de neige, c'est que des gens comme ça, honnêtes, a priori, mais même honnêtes, parce que tu ne peux pas faire de la politique sans accepter, sans choisir tes combats et choisir tes concessions. Ils vont devoir faire des concessions avec la corruption, mais de manière la plus honnête possible. La corruption, elle est partout. Elle est en Europe, elle est en Afrique, elle est au Moyen-Orient, elle est en Asie. On ne va pas se voiler la face. Hein. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on fabrique quelque chose de viable malgré tout, en choisissant ses combats et en choisissant ses concessions. Donc moi, je veux croire que cette société civile qui se présente contre, finalement, que ça va faire boule de neige à un moment donné, parce que c'est exactement Je vais donner un exemple. Il y a l'inspection centrale au Liban qui est rattachée au Premier ministre, qui est encore un groupuscule qui existe depuis la création de l'État libanais et qui a été un peu dormant durant la guerre. À la fin de la guerre, voilà, ça a un peu existé, si on veut, au niveau du gouvernement et de l'État, mais tant que le gouvernement était un gouvernement fort qui faisait ce qu'il voulait, eux, ils n'avaient pas une grande marge de... Mais aujourd'hui, il y a à la tête de cette inspection quelqu'un de très, très honnête, qui, tout à coup, il y a Impact, par exemple, qui est un organisme une application par laquelle est passée toute l'organisation de Covid. L'aide britannique,
l'aide occidentale refuse de donner, après le 4 août, de l'argent à l'État et donc veut passer par Impact, qui, eux, travaillent avec l'inspection centrale, donc une partie du gouvernement. Il y a eu récemment une conférence à l'USJ qui a été donnée justement pour montrer comment cette excroissance de la société civile qui a essayé de travailler honnêtement pour gérer Covid a dû finalement travailler avec l'inspection centrale justement. Donc, comment est-ce qu'on peut associer la résistance aux mécanismes politiques? On ne pourra pas s'en sortir sans. Voilà. Et moi, mon espoir, il est là, de se dire que si ça existe, il peut y avoir plein d'autres exemples dans ce sens-là. Et le jour de cette conférence, il y avait 2 ministres qui étaient là, qui, eux, sont un peu dans l'opposition. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais je n'ai pas en tête les... Peut-être Yassine. Oui, et un autre. Donc, d'ailleurs, Hala Kodman, il n'est pas venu, mais elle a assisté à la conférence. Elle m'a dit, c'est incroyable. Bon, ça avait un peu trop l'air d'une success story. Mais moi, je lui ai dit, c'est une success story. C'est, au vu du nombre de bâtons dans les roues que la société civile reçoit, les critiques absolument stériles du genre, ils reçoivent de l'argent de l'étranger. Heureusement, parce que tout notre argent est volé. D'où est-ce qu'on va avoir l'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Donc, en fait, il faut aller leur baiser les mains à eux pour qu'eux débloquent de l'argent pour qu'ils continuent de nous coloniser. Voilà. Alors après, bien sûr, l'aide étrangère est aussi perverse. On ne va pas se cacher non plus. Ça dépend. Voilà, il y a toujours, il faut prendre les choses toujours en considérant qu'il y a 2 poids, 2 mesures aussi. Il y a toujours un intérêt. Moi, ma grand-mère disait, quand quelqu'un vient t'aider, déjà méfie-toi. Il venait de quoi? Voilà. Alors, est-ce que tu penses que la vieille génération encouragera plus ses enfants à partir du Liban ou elle va essayer de les maintenir dans les conditions actuelles? Ben, je peux prendre mon exemple à moi. Mes filles sont parties. Une après n'importe quel job, elle a fait des études extraordinaires à Londres, elle a accepté un job de vendeuse de montres à Berlin pour ne pas bouger de Berlin pour avoir des papiers à Berlin. Qu'est-ce que c'est que ce non-choix? En fait, c'est un non-choix. C'est un non-choix parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle ne veut pas revenir au Liban et je ne peux pas lui dire qu'est-ce que c'est que ça, viens faire quelque chose de plus intéressant, le pays a besoin de toi. Oui, le pays a besoin d'elle, mais je ne peux pas m'engager sur son avenir parce que moi, alors pour répondre aussi à ta question, c'est notre génération, la génération de tes amis, là c'est génial qu'ils aient encore l'énergie de s'investir dans ce pays. Il y en a d'autres qui sont résilients, qui n'ont même plus envie de s'investir et qui n'ont même pas la force de partir. Ceux-là sont comme des vivants morts. Leurs enfants, eux, partent parce qu'il faut bien les soutenir. Mais est-ce qu'ils partent vraiment? Est-ce qu'ils ne reviennent pas? Est-ce que soutenir la famille quand la famille reste, ce n'est pas une manière finalement de ne pas partir totalement? Si, aussi. Donc, c'est quand même un pays qui a 2 fois, enfin sa diaspora fait 10 à 15 millions quand sa population locale est de 4. Donc, ce pays est soutenu quand même, qu'on le veuille ou pas, de l'étranger aussi. Pas seulement de l'étranger, de l'étranger, sa diaspora. Ouais. Voilà. Donc, il y a des données, je ne veux pas avoir l'air, mais je pense qu'il y a beaucoup de miracles qui se produisent au Liban. Et moi, je veux croire dans ça. Ça, c'est vraiment, mais c'est aussi symptomatique du fait qu'il n'y ait plus d'espoir. Quand on se raccroche au miracle, c'est très grave. C'est comme ça. Et là, actuellement, la question religieuse. Dans chaque crise, dans une société, la religion devient un refuge. Et on voit une certaine radicalité, que ce soit à gauche, à droite, ou chrétienne, musulmane, n'importe. Mais avec les crises économiques, les crises politiques, ça provoque une radicalité. Est-ce que c'est le cas au Liban où la question religieuse reste liée seulement à la partition confessionnelle classique? Je pense que c'est surtout une question de partition. Le danger d'avoir une radicalité, c'est qu'elle alimente toutes les autres.
forcément, parce qu'il y a un repli par opposition à l'autre qui risque de nous menacer. Il est là le problème. C'est là où ceux qui financent la radicalisation n'importe où dans le monde, au Liban comme ailleurs, sont des criminels. Ce sont ceux-là les vrais criminels. Parce qu'au final, on le sait tous que la radicalité religieuse n'est qu'une excuse politique pour avoir le pouvoir. On l'a vu même en Iran, même partout. Voilà, c'est juste pour accéder au pouvoir. Pour moi, c'est une devanture. Le Hezbollah aussi, Oui, la structure, mais la masse populaire, elle est... La masse populaire est instrumentalisée. On revient au même... C'est ainsi qu'on se fait réélire en tant que politicien au Liban. C'est en actionnant finalement ces ficelles du communautaire, sachant que le système électoral fonctionne à partir de parité confessionnelle aussi. Donc, c'est tellement facile. C'est là. La Constitution le permet. Donc, vous n'avez pas beaucoup de ficelles à bouger. C'est pour ça que je ne pense pas que le Liban soit tellement touché par une radicalisation, sauf le jour où ça fera l'intérêt des enjeux régionaux. Là, c'est très facile, n'importe où dans le monde, même ici en France, dans les banlieues, vous actionnez, vous donnez de l'argent et allez, hop, c'est criminel et c'est souvent installé sur des disparités sociales, comme tu dis, les pauvres. C'est les pauvres, finalement, qui veulent manger, qui acceptent d'eux, qui finissent par entrer dans une logique mais je ne pense pas que le Liban... Enfin, après, je sais que Tripoli, ce n'est pas Beyrouth, que Beyrouth, ce n'est pas Saïda, et que chaque région a son histoire, et chaque région a son histoire aussi par rapport aux religieux. Comme tu dis, par rapport je ne crois pas au complot, mais par rapport à l'influence ou la manipulation externe, pas extérieure, externe, à la société, à la nature de la société, on disait la même chose de la Syrie. On disait que la radicalité est impossible en Syrie, personne ne pourra, la société est très modérée, même les religieux sont très modérés, on a une religion sociale très pacifique, très ouverte, mais quand il y a une volonté que la radicalité s'impose, parce qu'il y avait une lutte pour la liberté que ni le régime ni l'extérieur voulaient qu'elle aboutisse, on a vu des radicaux d'un jour au lendemain. Oui, je ne sais pas. Là, je pose la question aux politologues. N'était-ce pas dû au fait que c'était une minorité qui exerçait une dictature sur une majorité d'une même religion? Le Liban est une pluralité, jusqu'à nouvel ordre, à parité égalitaire intercommunautaire. Jusque-là. Oui. Après, ça peut vouloir très bien dire que chacun se replie identitairement dans son coin, ce qui est peut-être presque le cas parce que nous n'avons pas une pluralité qui dans le dialogue intercommunautaire, nous avons une cacophonie de communautés qui sont repliées chacun dans son... Et ça forme une espèce de patchwork qui donne l'impression d'une pluralité, en fait, et aussi une impression de liberté d'expression. Et en fait, chacun parle librement dans son coin. Et du coup, sur les plateaux télé, c'est vrai que souvent nos débats se transforment en insultes. Chacun insulte l'autre. Ça n'existerait jamais ailleurs. Bientôt, ça va exister en France avec Zemmour et tout ça. C'est ça. Inch'Allah, on va se libaniser. Oui, c'est vrai, c'est oui. Et pour l'anecdote, une fois, je me rappelle que pour parler de la radicalité, un journaliste français très connu, mais très peu fiable, se rendait à Alep au début de la révolution syrienne. Et il voulait des contacts à Alep. Alors moi, je lui ai donné des contacts. Il m'appelle de là-bas en me disant, mais parmi tes amis, il n'y a pas de djihadistes. Je lui dis, tu écris ça, que j'étais à Alep, je n'ai pas trouvé de djihadistes. Il m'a dit, non, mon rédacteur en chef m'a envoyé pour que j'écrive sur les djihadistes. Je dis, alors cherche-les, si tu les trouves, écris. Il m'a dit, non, Salam, aide-moi s'il te plaît. Je dis, mais je ne connais pas les djihadistes, heureusement. Il m'a dit, non, ces amis-là, tu peux leur dire, ils ont de la barbe bien poussée, tu peux leur dire de jouer les djihadistes un peu pour mon reportage, et après,
chacun va dans son coin. Alors ça, bien sûr, je lui dis, si je leur demande ça, ils vont commencer le djihad avec toi. Alors dégage. Mais ce monsieur, il est devenu la star des grands reporters du Moyen-Orient. La demande crée l'offre. Absolument, absolument. D'où la responsabilité commune et collective de tout le monde. Ce que je dis encore, nous ne sommes qu'un maillon dans une longue chaîne. Et souvent, malheureusement, nous avons besoin d'un radical. Oui. Ça, voilà. C'est ce que aussi, en général, j'avance cette idée qui peut-être choque ou ne peut pas être entendue de n'importe où qu'on se trouve sur la planète. Mais je pense que le Hezbollah, par exemple, est l'allié idéal d'Israël. Israël a besoin du Hezbollah. D'abord parce qu'elle objectif. Mais d'abord, il empêche l'implantation des 200 000 Palestiniens que nous avons à ses frontières, puisque finalement, bien avant le Hezbollah, c'est le Palestinien qui menace Israël. Maintenant, ils sont... Donc, voilà. Donc, voilà, la complexité, finalement, de la question politique, des enjeux, des ficelles, c'est un monde. Moi, voilà, nous avons toujours, par exemple, au Liban, le survol des avions israéliens, tous les jours, 5 heures du matin, 4 heures, 3 heures, on les entend. En moins, au Liban, ils survolent. En Syrie, ils survolent, ils bombardent, et le régime, il applaudit. Oui. Parce qu'il est content. Ça mais voilà, mais c'est ce que je dis. Et moi, je pense que le Hezbollah applaudit aussi. Bien sûr. Voilà, et je dis, mais moi, je veux savoir, c'est qui qu'Israël protège ou menace en définitive? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ben justement, dans ton roman, l'humour est une forme de résistance, comme oui. tu l'as expliqué au début. Il est un remède pour faire supporter l'inacceptable, égrener tout au long des pages, le persiflage survient et peut aussi surprendre. Comme par exemple, et là ce sont des passages que cher Claire les a soulignés, au moment où Issam, l'époux de la narratrice, cherche à expliquer comment la corruption résiste à tout. Je cite, Wissam vulgarise et dit qu'en se tenant par les bourses, les responsables se protègent. Page 86-9. Et un dirigeant libanais qui est moitié corrompu, et ça, c'est au Liban, ça veut dire il est très, très bien. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est obligé d'être moitié corrompu. Voilà. Il m'a dit que pour savoir si sa vie est sauve, il passe un coup de fil. Si la voix de l'autre côté est apaisée, il reste chez lui. Si la voix est moitié énervée, il va dans son village. Si la voix est un peu vraiment énervée, il vient à Paris. Alors, c'est sa règle. Et comme ça fonctionne depuis une vingtaine d'années. Il est bien chez lui, tout va bien. Alors, la dernière question sur l'exil. Selon vous, l'exil qui dépeuple actuellement Beyrouth peut-il entraîner le trépas du gouvernement actuel? Non. Parce qu'il reste les gens locaux. Les gens locaux sont ceux qui ne peuvent pas partir, qui doivent survivre, qui vont donc malheureusement devoir accepter d'être achetés. Encore une fois, la prise d'otage est rondement menée. Elle est rondement menée. Quelle est la possibilité pour ce pays de s'en sortir? Il y a tellement d'enjeux et de cartes que je n'ai pas de réponse en fait. On n'en sait rien, puisqu'on n'a pas accès à aucune vérité. Comment voulez-vous qu'on se fasse une idée de notre avenir? C'est impossible. En revanche, la seule action tangible, réelle, c'est cette société civile. Et mon seul espoir, encore une fois, moi, pas par rapport aux gens qui partent, par rapport à ceux qui restent, de se dire que ça va faire boule de neige, que de 10%, cette société civile va être représentée au Parlement à 15%, puis à 20%, puis à 21%. Ça ne vient pas d'un jour, de toute manière. Les résultats de la résistance ne peuvent pas venir
d'un jour à l'autre. Mais c'est sûr qu'il y a une bonne partie de résistants possibles qui sont en train de partir. Je crois qu'il y a un bon exemple qu'on a partagé il y a quelques semaines avec un ami irakien. Les dernières élections législatives en Irak, oui, exactement. Il y a eu un petit groupe d'indépendants, de jeunes, qui ont réussi quand même à percer, à avoir leur siège au Parlement. Ils ne vont pas bouleverser la donne, ils ne vont pas changer. C'est un petit changement. Un petit. Alors peut-être, si mes amis là, que je venais de citer, arriveront avec l'aide des gens aussi, parce qu'ils ne pourront jamais arriver s'ils n'ont pas une couverture quelconque. Voilà, c'est ça. Peut-être il y aura un début de quelque chose. Exactement. Et c'est là où j'ai dit, par exemple, l'exemple de Impact. Ils ont composé avec le système pour changer la chose. Si on n'est que dans l'opposition, le système est tellement gangréné que ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, quelque part, la fin de cette société civile justifiera leurs moyens. Il n'y a pas de solution. Sur cette phrase très sage, je remercie Yam et je laisse, si vous avez des questions, des rebondir. Tu n'es pas écouté, Oliver. Je ne suis pas écoutée. Si, je pense que je ne sais pas, en fait. Tu es écouté sur le plan international, mais au Liban. Mais au Liban, de toute manière, ils s'en foutent. Ils ont tellement le pouvoir qu'on peut aboyer dans notre corps tant que nous. La littérature, pour eux, c'est rien. Comme j'écris en français, je ne suis pas censurée. Par contre, il y a de la censure. Il y a de la censure même au Liban. Moi, comme j'écris en français, je pense qu'ils ne se foulent pas la rate à me lire. Ils devraient, parce que je dis ce que les autres disent aussi. Mais je sais que la scène arabophone est très surveillée et de beaucoup plus près. Moi, je suis publiée à l'étranger, donc ils n'ont pas leur mot à dire. Maximum, ils peuvent interdire mon livre sur le marché libanais, qu'ils ne font pas parce qu'ils ne me lisent pas. Voilà. Donc, les dirigeants arabes, ils ont une croyance qui perdure depuis leur ascension au pouvoir, que les gens ne lisent pas. Alors, ils laissent, par exemple, en Syrie, on peut trouver des romans magnifiques qui parlent de la politique et tout. Parce que dans la tête du dirigeant, comme lui, il ne lit rien, il pense que les autres aussi ne vont rien lire. Ce qui lui fait peur, c'est tout ce qui est visionnel, visible. La télé, les réseaux sociaux, peut-être la presse quotidienne, mais pas les romans ni les films de cinéma non plus. Parce qu'il croit que c'est une élite qui regarde ça, ce n'est pas la masse. Isabelle? J'avais une question hier, parce qu'on en a discuté tout à l'heure, j'ai vécu au Liban moi-même, et donc j'ai beaucoup entendu toujours ce son de cloche, il faut garder l'espoir, les Libanais, à chaque crise, on les appelait à garder l'espoir et de regarder vers l'avant, ça va aller mieux. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que finalement on arrive quand même là à un point de rupture où on peut se demander si est-ce justement cet espoir auquel les gens font appel à amener aujourd'hui cette jeune génération à se rebeller. Est-ce que c'est cet espoir qui est moteur pour la révolution, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que le fait justement de garder l'espoir, c'est justement d'abandonner, d'entrer dans une résilience et de dire finalement je m'en fiche? C'est un acteur pour toi, c'est un moteur, l'espoir, ou c'est justement l'inverse en fait? C'est quand on le perd qu'on devient résilient, c'est ça? Pas forcément. Non, la question, c'est est-ce que l'espoir est un moteur dans notre volonté de nous investir? Oui. Ah ben, sûrement. Après, je pense qu'il y a des degrés, mais je me dis, s'il y a un degré de désespoir qui fait qu'on descend vraiment à la rue et tellement dans le désespoir, tellement dans le manque d'espoir, en fait, qu'on est prêt à tout casser, je me dis, qu'est-ce qu'il faut encore pour cette société de plus bas que le désespoir qu'ils sont en train de vivre, et on est toujours en train de... En fait, cette résilience est très perverse parce qu'à chaque fois, en fait, on développe une tolérance au désespoir. Oui, c'est ça. C'est ça qui est dangereux, en fait.
et qui portent atteinte à l'espoir, en définitive. Et c'est vrai que toute mon enfance, moi, depuis le jour 1 de la guerre, mais je pense que c'est un réflexe partout où il y a des guerres, d'espérer que demain, cette phrase de mon père, Yallah khulfit. Durant 15 ans, Yallah, c'est presque fini. Demain, c'est terminé. Et Yallah khulfit, 40 ans plus tard, Yallah pas khulfit du tout. Donc, après, je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que nos pays, dans nos régions, sont l'idée de ces pays-là. Ce sont des idées jeunes, ce sont des pays jeunes. On n'a jamais été des pays, on a été des régions. Des régions toujours inscrites à l'intérieur d'empires, d'invasions. Donc, forcément, la notion d'un pays ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faudrait essayer d'inscrire la lutte de ce Liban dans une histoire plus longue, en fait. Malheureusement, ça fait beaucoup de sacrifices sur des vies humaines qui vont vivre 50, 60, 70, 80 ans. C'est sûr qu'à l'aune de ces vies-là, ce n'est que le désespoir. Mais moi, je veux penser que peut-être si on inscrit cette lutte sur un temps plus long, elle va porter ses fruits. De toute manière, la France telle qu'on la connaît ne s'est pas faite du jour au lendemain. On est passé de la monarchie à la République. Avant, il y avait Napoléon. Donc, il a fallu chercher. Et maintenant, Zemmour. Et maintenant, Zemmour. Il y a des régressions. Il y a des cycles dans l'histoire. Il y a des régressions, il y a des renouveaux. Je pense qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a une régression. Voilà. Est-ce que on va... Malheureusement, on n'apprend pas. Malheureusement, on n'apprend pas, on recommence. On passe de l'obscurantisme à des périodes où on jure ne plus vouloir retomber dans l'obscurantisme, et puis on retombe quand même. Et je pense que ça répond même à des logiques économiques, ça répond à des... de toute manière, comme dans mon livre, le mari est économiste, et il n'y a pas de lecture de politique sans le vecteur économique. Donc, pour comprendre la politique, il faut comprendre l'économie. Ma narratrice, elle ne comprend pas. Ça rentre par là, ça sort par là. L'économie. Est-ce que vous pouvez parler de votre engagement sociétal en matière de féminisme? En matière de féminisme, tout à l'heure, vous avez cité le livre Nos longues années en tant que fille. Est-ce que vous pouvez parler de ce livre? Bien sûr. Alors, ce livre est un livre que j'ai passé 4 ans à l'écrire. Ça a été vraiment... c'est vraiment mon livre, ma douleur, quoi. Et je vais raconter vite fait, ça part d'où. J'étais très pressée, je rentre dans un taxi à Paris, je tombe sur une femme et je dis « Ah, zut, une femme au volant ». Je dis plus vulgairement « Putain, une femme au volant ». Et donc là, j'ai honte de moi parce que la pensée qui m'a traversée, c'est une rechute en patriarchie aiguë, quand même. Et donc, je rentre dans le taxi, je suis honteuse par rapport à moi-même, évidemment, je ne l'ai pas dit à haute voix. Donc, j'engage la conversation avec elle, je dis « Vous êtes chauffeur depuis quand ?» Elle me dit « Depuis 30 ans, et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et moi, je lui dis « Je suis écrivain, très fière de masculiniser le mot écrivain de tout temps. » Je dis « Moi, je suis écrivain. » Et n'en déplaise à tous les mecs, voilà, ce métier qui a toujours été, voilà, moi, je suis écrivain. Et alors, elle me dit écrivain, écrivaine. Et là, je dis, oh, vous savez, on ne va pas résumer la complexité de la cause féministe au mutisme d'une lettre, ce n'est qu'un E muet. Elle arrête la voiture, elle se tourne vers moi, elle me dit, madame, il ne faut pas parler comme ça. Je dis, attendez, les muets, ce E, les 3/4 du temps, on nous gonfle avec. Elle me dit, je vais vous poser une question, vous me voyez comment? Je dis, je ne sais pas, vous êtes une femme. Elle me dit, c'est tout, vous ne voyez rien d'autre. Je dis, une femme chauffeur avec un E, je ne sais pas, dites-moi. Elle me dit, moi, madame, avant j'étais un homme. Je peux vous dire que j'ai longtemps rêvé de ce E et qu'il n'est pas muet. Et puis vous, madame, vous qui êtes écrivaine, les différences, vous en faites quoi? Aucune lettre ne ressemble à une autre. Moi, ce jour-là, je me suis prise une claque aller-retour qui a remis en question mon combat, mes certitudes dans le fait que j'avais tout déconstruit, en fait, j'ai rien déconstruit du tout, et que je continuais, quand je n'étais pas alerte, dans mon rôle d'écrivain finalement, à reproduire les clichés issus tout droit du patriarcat. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre en n'ayant aucune idée de la transidentité, et d'ailleurs, j'aime bien, en général, écrire sur des sujets auxquels je ne comprends rien. Ça m'intéresse beaucoup d'aborder des thèmes... En fait, l'écriture m'a appris à penser. L'écriture m'apprend à déconstruire,
à déconstruire les idées reçues, à découvrir des idées absolument surprenantes. Et voilà, donc j'aborde la question de la transidentité avec beaucoup d'humilité, beaucoup de crainte aussi, parce que je n'ai aucune légitimité à le faire. Je suis moi-même pas transgenre. Et bizarrement, ce sont les passages que j'ai écrits avec le plus de plaisir et le plus facilement au monde, comme si le corps de l'écriture était ma deuxième peau, ou ma peau réelle, en fait. Et en fait, c'est comme si je pouvais tellement m'identifier à cette douleur de ne pas... de se sentir à l'étroit dans un corps biologique qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ce qui est le cas de cette personne trans. Et moi, je pense que mon corps, parallèle à ce corps-là, c'est aussi c'est mon côté écrivain, de la littérature, l'écriture, qui est un corps en soi. Donc, il y avait cet aspect-là de ce livre. Et donc, j'ai questionné tout le système de domination, de soumission, de comment finalement on est amené à jouer un rôle qui nous est imposé par le genre, dans le genre biologique qui nous est imposé à la naissance. Et qu'on le veuille ou pas, aussi éveillés sommes-nous, aussi alertes sommes-nous, finalement, on prend ces rôles, on les prend. Dans des pays où il y a encore un travail à faire sur le patriarcat, beaucoup plus facilement qu'en Europe. Mais je pense qu'en Europe aussi, il existe de manière plus perverse, plus intelligente en tout cas. Et donc, cette lutte et cet esprit alerte est tout le temps à maintenir. Et donc, en écrivant ce livre, et ça c'est tout le travail de la littérature, pourquoi il a pris 4 ans ce livre à être écrit, c'est parce qu'en écrivant donc, la rencontre de 2 femmes, la personne trans et la narratrice, je me suis rendu compte qu'en écrivant sur la domination, il fallait que j'inscrive ma narratrice dans une relation SM avec un dominateur. Alors, encore un sujet auquel je ne connaissais rien, parce que tout le monde me dit « Ah, c'est autobiographique ». Pas du tout. Je serais incapable de recevoir des ordres et encore moins d'en donner. Donc, c'est vraiment pas ma tasse de thé. En revanche, ça m'a intéressée, parce que de me dire que après, le plaisir et le corps et la manière avec laquelle nous vivons notre corps aussi est le produit de comment on a été élevé, comment on a été aimé, comment on a été puni, pas puni. Donc j'ai lu Foucault, et de me rendre compte que Foucault a tout déconstruit cérébralement, intellectuellement avec l'histoire de la sexualité, et il continuait d'aller dans des clubs SM à San Francisco parce que voilà, il aimait ça. Donc on a beau tout déconstruire avec le cerveau, organiquement, sentimentalement, l'affect vit autrement. Donc, c'est plus compliqué de le traverser par l'affect. Et donc, cette narratrice qui a pensé tout déconstruire, en fait, elle continuait à prendre son plaisir à cet endroit en banalisant finalement, en banalisant la violence faite au corps, en disant, bon, après tout, ça va, j'ai tout déconstruit, on ne va pas venir. Et puis, le plaisir, c'est une chose tellement intime. Le courage d'assumer ses fantasmes ou d'en parler est très rare. En général, il y a un double discours. Et je pense que j'écris pour aller à l'encontre des doubles discours, en tout cas pour les restituer dans leur paradoxe, afin justement d'essayer de tout comprendre plutôt que de lutter contre, parce que lutter est impossible de toute manière, et tout est légitime et tout existe, et c'est d'essayer de raconter les choses. Alors, j'ai rencontré des dominateurs et des soumis, évidemment, de manière très... curieuse aussi, de manière très, pas du tout judgmental, absolument pas. Et l'un d'eux m'a dit, n'essayez pas de tout comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est aussi simple que d'aller, pourquoi est-ce que vous aimez plutôt les œufs au plat aux œufs durs? Et c'est tout, et ça s'arrête là. Moi, j'y crois pas trop. Mais bon, c'était son avis, et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais mon combat... Alors, là, si vous voulez, j'ai inscrit ce combat à cet endroit, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle La Malédiction, qui est un autre livre qui parle justement du droit et des statuts personnels des femmes au Liban, contrairement à ce qu'on pense. On est de loin moins évolué que les apparences. La Tunisie est plus avancée, le Maroc est plus avancé. Je pense même que l'Égypte, ils ont le khala, qui est issu de la loi islamique et qui est le droit de divorcer unilatéralement pour les femmes si elles peuvent rembourser
la dot, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, bon, elles sont quand même tenues économiquement. Néanmoins, sans aucune raison, si elle a l'argent, hop, dégage. Ça n'existe même pas chez nous. Chez nous, c'est le tort. Il faut avoir tort ou être fou. Déjà, un. Donc, l'entente à l'amiable n'existe pas. Ce n'est pas une raison. Pas... Si vous vous entendez à l'amiable de divorcer, ça veut dire que vous êtes capable de rester ensemble. Mais non! On s'aime parce qu'on ne peut plus vivre ensemble. On ne pourrait s'aimer que si on se sépare. Impossible de leur faire entendre ça. Et je me suis inspirée d'une loi qui, pour moi, est une aberration, au-delà du fait qu'on ne puisse pas donner la nationalité à nos enfants, au-delà de toutes ces questions basiques, même, par exemple, au-delà du fait qu'un homme qui tue une femme pour des crimes passionnels va juste 2 ans en prison, mais une femme, à l'inverse, qui tue son fils ou son neveu parce qu'il a violé quelqu'un, c'est la honte, et donc c'est un crime passionnel aussi, elle fait à perpète la prison. Donc moi, j'ai dit parité d'incarcération, s'il vous plaît, déjà pour commencer. On va prendre le droit par le bas de l'échelle. Et donc, dans cette malédiction, je me suis inspirée en fait, j'ai découvert, en ma grande consternation, qu'une femme dont le mari mourait n'avait pas le droit de tutelle et de curatelle instantanément sur ses enfants, qu'il fallait que pour qu'elle l'ait, qu'il y ait le désistement des mâles restants dans la famille du mari défunt, donc le père, le frère, pour peu qu'elle soit en mauvais terme avec la belle famille, yok, pour qu'elle voie ses enfants, hein. Et une fois qu'elle a ce désistement et que donc elle puisse obtenir le sien, il faut qu'elle-même soit mise sous tutelle d'un homme, père, frère, parce qu'évidemment, la femme faisant la moitié d'un homme, cérébralement, intellectuellement, c'est normal, il faut quand même la surveiller, on ne sait jamais. Donc pour moi, c'était... Et donc j'ai écrit la malédiction qui commence comme ça, parce que quand même, il faudrait rappeler la littérature. Je vais vous expliquer, elle est devant le tribunal religieux et elle leur dit, je vais vous expliquer, je suis née avec un trou de plus entre les jambes. Ce n'est pas bien grave. Nous sommes des millions de détentrices de trous de plus sur Terre. D'autres sont nés avant, d'autres naîtront après. Ma mère m'a reconnue au nombre de trous dans mon corps. Elle a fait le décompte à 2 reprises afin d'en être sûre, puis elle m'a aimée du mieux qu'elle a pu, c'est-à-dire avec la haine inconsciente d'elle-même. J'aurais bien échangé le poids des attributs masculins contre la pesanteur du rien, car il n'y a rien dans cette besace, sinon une infinie douleur. Ah si, j'oubliais, il y eut mes enfants, bien plus tard. Donc voilà. J'ai encore une question aussi. En fait, j'ai une question en 2 volets. Sur le rôle de la littérature d'exil, qui est quand même sur le rôle de la littérature de l'exil, dont vous faites peut-être un peu partie, enfin celle de la diaspora, qui est quand même une tradition au Liban, vu le nombre de Libanais polyglottes vivant à l'étranger, depuis Khalid Gibran jusqu'à Mazen Kerbaj, Nadir Lafaki, tous ces créateurs. Est-ce que, qui sont toujours habités par le Liban, qui créent autour du Liban, qui sont quand même, où le Liban continue à vivre dans leur œuvre, dans leur création, et quel rôle ça peut jouer, en tout cas, dans la construction ça aussi, ça fait partie de la littérature nationale, ça fait partie des œuvres nationales. Et donc, ce que vous en pensez, et puis sur la langue dans laquelle on écrit. Parce que vous écrivez en français, mais pour beaucoup de Libanais, il y a cette langue naturelle dans laquelle on écrit. Il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent en langue étrangère. Est-ce que vous pensez pouvoir... est-ce qu'on peut écrire de la même manière en arabe? J'ai entendu une jeune créatrice de BD il n'y a pas longtemps qui disait que moi, quand je suis saoule, j'écris en anglais, et quand je me remémore mes conversations familiales, j'ai envie d'écrire en arabe. La plupart du temps, j'écris en français. Et c'est quelque chose qui m'interpelle, en tout cas, quand je suis face à des écrivains libanais, de cette langue de l'écriture, et laquelle est pour vous celle qui vient naturellement, c'est le français, mais est-ce que la musique arabe est là dans les conversations, en tout cas Alors, je vais vous répondre, parce que souvent, on m'a... D'abord, je ne fais pas partie de la littérature de l'exil, mais je suis exilée dans une langue. Ah, ben voilà. Voilà.
parce que quand le regard, par exemple, des écrivains arabophones par rapport aux écrivains qui choisissent d'écrire dans une autre langue que l'arabe, est souvent perçu un peu comme une trahison. C'est comme s'il y avait une trahison par rapport à la culture qui nous porte. Or, et par rapport au français, qui a toujours été perçu comme, qui a souvent été moins maintenant, parce qu'il y a beaucoup de Libanais du Sud qui ont été apprendre le français en Afrique, qui sont la diaspora qui a migré au début du 19e et du 20e, qui ne sont pas du tout la classe de la bourgeoisie et qui ont appris le français et qui reviennent au bled, qui parlent français très très bien au Liban, et le français d'Afrique. Donc, si on veut parler de la sociologie du français, elle a beaucoup bougé, mais durant longtemps, ça a été un peu l'apanage de la bourgeoisie, que ce soit l'anglais ou le français. Or, pour moi, ce français-là, de salon, je l'ai totalement déconstruit. Pour moi, je l'ai ouvert à ce Liban, à la rue, aux questions qui nous mangent, bien sûr, et qui font partie de moi, qui sont les questions libanaises. Pour la question de la littérature nationale, c'est quelque chose qui d'ailleurs, qui un peu m'indispose, malheureusement. Toutes les boîtes m'indisposent. Littérature féminine m'indispose, littérature nationale m'indispose, littérature libanaise m'indispose. Moi, je voudrais juste qu'on me perçoive comme une écrivaine. C'est tout ce qui compte pour moi. Je pourrais demain écrire sur le génocide au Cambodge. Malheureusement, on est devenu des sociétés tellement emboîtables avec des systèmes de tiroirs que je serai toujours considérée comme... voilà, on n'arrive plus à sortir des boîtes. Donc moi, ça me dérange en revanche. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit Nos longues années en tant que fille, parce qu'il y a toujours le Liban. Le Liban nous hante. C'est comme ça. Et pourtant, je ne suis pas exilée. Donc, en fait, en vivant sur place, on sature, on a envie d'en sortir. Et il revient toujours. Nos longues années en tant que fille, j'ai dit, bon, ça y est, ça suffit le Liban. Il existe quand même dans nos longues années en tant que fille, mais vraiment en 15e coulisse derrière, parce que ce sont deux femmes modernes, l'une d'origine un peu libanaise comme ça. Mais en fait, j'avais le souci de sortir justement, de parler. C'est incroyable. C'est comme si le Liban s'était mis d'accord avec Covid pour me rattraper, dire « Ah, tu as voulu écrire un livre où tu m'as bien effacé, tu vas voir, il va mourir. » Le livre est mort. Et juste après, je veux écrire un livre sur... OK, parce qu'à Implosion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, évidemment, il n'y avait pas le 4 août. J'écrivais un livre sur un double deuil, le deuil d'un pays, donc à nouveau le Liban, parce que bon, il y avait les manifestations. Le Liban nous rattrape, c'est comme ça. Et le deuil d'un livre et un couple en difficulté avec Covid, les mesures sanitaires, les 2 enfants. Comment fait-on pour régénérer du désir aussi dans un couple quand on est constamment interpellé par des gamines? C'est compliqué. Voilà. Et puis le 4 août explose Beyrouth, c'est incroyable. C'est pas possible, mais genre que ce pays me lâche, mais il ne me lâche jamais. Donc, même si je veux, me rattrape. Tout cela, c'est-à-dire, je n'aime pas les boîtes, je ne veux pas de boîtes, je veux m'en sortir, mais il est toujours là. Voilà. Merci beaucoup, Hiam. Merci à vous, merci pour votre écoute.